To talk to me later on, we can do that as well. Let's go back to debate. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Canada est aux prises avec une crise majeure qui frappe toutes les familles canadiennes. Depuis plus de 30 ans, c'est la première fois que l'inflation est à 5,1 %. Ça touche toutes les familles canadiennes. Mais malheureusement, Monsieur le Président, on n'est pas réunis ce soir pour parler de ce sujet qui attaque directement toutes les familles canadiennes, mais bien plutôt pour parler d'une loi. D'une loi qui est proposée par ce gouvernement, une loi qui n'est pas nécessaire, qui ne répond même pas à ses propres critères, qui crée des précédents qui risquent d'être très lourds à vivre avec par la suite, qui est déjà rejetée par 7 gouvernements, 7 premiers ministres sur 10 provinces, et qui donc n'a pas sa place. Cette loi, Monsieur le Président, c'est la loi des mesures d'urgence. Une loi qui a été créée il y a plus de bientôt 35 ans et qui n'a jamais été évoquée. Et vous verrez, Monsieur le Président, pourquoi ça n'a jamais été évoqué, pourquoi actuellement ça n'a pas sa place et surtout, qu'est-ce qui est derrière ça, pourquoi le gouvernement l'appelle. Vous verrez, Monsieur le Président, que malheureusement, ça porte la signature mesquine du premier ministre partisan. Monsieur le Président, avant d'aborder le fond du dossier, je tiens à dire 2 choses. D'abord, merci aux forces policières qui assurent avec honneur et dignité la sécurité que nous avons ici au Parlement, à Ottawa et partout au pays. Je tiens à les remercier. Du même souffle, Monsieur le Président, et je confesse tout de suite mon conflit d'intérêts, étant un ancien journaliste, je ne peux que condamner sévèrement toutes celles et ceux qui font de l'agression ou de l'intimidation face aux journalistes qui travaillent actuellement dans des situations qui ne sont pas évidentes. Et particulièrement, le gredin qui s'est attaqué aux journalistes de TVA hier soir comme un poltron qui l'a attaqué de dos. Cette situation-là, Monsieur le Président, est tout à fait inacceptable, intolérable dans notre vie démocratique et souhaitons que les forces policières puissent débusquer cet individu qui agit de façon tout à fait inacceptable. Parlons maintenant, Monsieur le Président, de la loi sur les mesures d'urgence. La chef de l'opposition officielle, notre chef conservatrice, a été très claire, et je cite, « Nous sommes le parti de la loi et l'ordre, nous croyons que les camions doivent partir. » Fin de la citation. Voilà, Monsieur le Président, la position du Parti conservateur concernant ce qui se passe actuellement à Ottawa. Blocus illégaux, c'est non. Rappelons-nous, Monsieur le Président, qu'il y a 3 semaines, quand tout ça a commencé, le premier rassemblement qui avait cours a été beaucoup moins pire que ce que les gens disaient. Et là, c'est pas moi qui vais le dire. Permettez-moi de citer un tweet de Radio-Canada. Pas un tweet conservateur ou un tweet de militant conservateur ou je ne sais pas quoi. Non. Un tweet de Radio-Canada le 30 janvier dernier. Et je cite, « Des slogans, de la danse et des feux d'artifice. Loin de l'insurrection, les milliers de personnes réunies à Ottawa ont manifesté dans la bonne humeur. » Fin de la citation. Ça, c'est Radio-Canada qui décrivait le début de la manifestation qui est survenue à Ottawa. Malheureusement, Monsieur le Président, 3 semaines plus tard, cette manifestation est devenue une occupation et ça n'avait plus sa place. Une situation illégale n'a pas sa place dans notre système de droit. Et on peut être à moitié illégal ou à peu près illégal, on est illégal ou on ne l'est pas. Monsieur le Président, il y a 1000 façons de manifester son opposition. Ne faisons pas exprès pour prendre la mauvaise. La loi sur les mesures d'urgence, Monsieur le Président, cette loi-là existe depuis 1988. Elle n'a jamais été invoquée par un gouvernement, jamais été mise en place. Comme le dit le premier ministre du Canada, ce n'est pas une loi que l'on doit prendre à la légère. Ce n'est pas sur le premier élément qu'on l'amène, le deuxième, le troisième, mais bien plutôt quand c'est vraiment grave et important. C'est les paroles du premier ministre. Il aurait peut-être dû penser à les appliquer, ces observations-là, avant de mettre en marche la loi sur les mesures d'urgence. Parce que jamais le premier ministre, et pourtant lui a posé des questions à tous les jours, quelles ont été les premières, deuxième, troisième démarches qui ont été faites avant d'évoquer la loi sur les mesures d'urgence? Incapable de donner le début du commencement de ce qui pourrait sembler à l'ombre d'une réponse. Ça, c'est l'attitude du premier ministre. Monsieur le Président, cette loi sur les mesures d'urgence ne répond même pas à ses propres critères. Cette loi doit être évoquée quand il y a une menace sérieuse qui empêche le gouvernement d'opérer. Monsieur le Président, par hier, la Chambre a toujours siégé. Le premier ministre, même si je ne peux pas le dire, s'est présenté ici même en cette Chambre, sur ce plancher-là, pour répondre aux questions. Le gouvernement a continué à procéder. Cette loi doit être évoquée si on sent que la souveraineté et l'intégrité du territoire est mise en mal. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Ce n'est pas le cas. Parce que oui, il y a eu des situations qui posaient problème.
mais ces situations qui posaient problème, dont je parlerai plus tard, ont été réglées avec les lois régulières et les lois que nous avons actuellement, sans avoir à évoquer la loi sur les mesures d'urgence. Ce qui fait aussi, Monsieur le Président, que le premier ministre a dit dans cette Chambre, et je le cite, « Nous avons consulté les premiers ministres. » Non. Il n'a pas consulté les premiers ministres. Il les a informés de sa décision. Pour ça, Monsieur le Président, que 7 premiers ministres, 7 gouvernements provinciaux s'opposent à cette loi-là. Et, Monsieur le Président, ce que l'on constate, c'est que la situation actuelle, les situations que nous avons connues au Canada au cours des dernières semaines peuvent être réglées par les lois actuelles sans faire appel à cette loi sur les mesures d'urgence. Les lois actuelles. Parmi les éléments que comprend la loi que propose le gouvernement, c'est de geler des fonds, de geler les comptes, de geler les avoirs et d'intervenir directement dans les comptes de banque des citoyens qui pourraient être pris pour des situations qui ne sont pas légales. Monsieur le Président, la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes permet d'agir immédiatement. Pas besoin de la loi sur les mesures d'urgence. Les menaces canadiennes sur la souveraineté canadienne, le Code criminel à l'article 80.01 permet d'agir directement sans avoir appel à la loi actuelle. Et concernant la fameuse histoire des remorqueurs, le Code criminel à l'article 129B le prévoit. Et je cite, « Puisque ça donne à la police le droit de demander à quelqu'un sans excuse raisonnable, et là je le cite, de prêter main forte à un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions en arrêtant quelqu'un et en préservant la paix », fait de la citation. Ça, Monsieur le Président, ce sont des mesures extrêmes que prévoit la loi. C'est la loi des mesures extrêmes, mais cette loi-là n'a pas besoin d'être évoquée parce que déjà, l'article 129B du Code criminel le prévoit. Donc, ça ne sert à rien, Monsieur le Président, de faire appel à cette loi-là, alors qu'actuellement, les lois sont déjà appliquées. À preuve, Monsieur le Président, à preuve, ce qui se passe à Ottawa n'est malheureusement pas unique à ce qui s'est passé partout à travers le pays. Vous avez eu la frontière à Coutts, en Alberta, qui a eu des problèmes, des blocages. Vous avez eu la frontière à Emerson, au Manitoba, la frontière à Surrey, en Ontario, et le pont Ambassador à Windsor, en Ontario. 4 crises, Monsieur le Président, qui ont pu être réglées avec les lois actuelles. Pourquoi? Parce que là, on a assisté à un leadership vrai. Là, on a assisté à des forces policières qui se sont donné la main pour agir directement. Là, on a assisté à un effort coordonné, soutenu par les forces politiques pour qu'on puisse agir. Et ça s'est réglé, Monsieur le Président. Et oui, on a découvert qu'à Coutts, il y avait des armes qui pouvaient qui pouvaient inquiéter tout le monde. Moi, le premier, quand j'ai vu cette panoplie d'armes, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux. Mais tout ça a été découvert, débusqué, et les gens seront sanctionnés par les lois actuelles sans jamais avoir besoin de faire appel à la loi sur les mesures extrêmes. Et ça, Monsieur le Président, il faut être vigilant par rapport à ça. Autre chose, Monsieur le Président, évidemment, historiquement, on se souviendra que c'est en 1970 que la dernière fois que les lois des mesures de guerre ont été appliquées. Mais il n'y a rien à voir avec celle-là, avec la loi d'aujourd'hui, puisque la loi d'aujourd'hui, c'est la loi de 1988, qui a été initiée sous le gouvernement conservateur du très honorable Brian Mulroney, sous l'égide du ministre, l'honorable Peter Perenbeatty, pardon. Et cette loi-là, Monsieur le Président, n'a jamais été invoquée, même dans des situations où il y avait justement des débordements majeurs, comme par exemple les G7, comme par exemple le G20, comme par exemple le Sommet des Amériques, où j'ai assisté à titre de journaliste, la crise d'Oka, la crise de la COVID, le 11 septembre, des événements qui sont hors du commun, qui auraient pu être interpellés comme étant « on avait besoin de cette loi-là », mais non, on ne l'a pas fait, mais le gouvernement libéral, le fait pour cet événement-là. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, malheureusement, le gouvernement est dirigé par un premier ministre qui est d'abord et avant tout guidé par la partisanerie. Mais ce n'est pas nouveau. Souvenons-nous que dans le scandale de SNC-Lavalin, le premier ministre s'est mis les deux pieds, les deux mains partisanes dans un dossier judiciaire. Ça, c'est épouvantable. Même chose pour le laboratoire de Winnipeg, qui a tout fait pour empêcher que la vérité soit faite et qu'elle soit accessible à tout le monde. Rappelons-nous, Monsieur le Président, que lors de la déclenchée des élections, pour imposer les vaccins obligatoires aux fonctionnaires, alors qu'il n'y avait pas d'avis scientifique par rapport à ça. Même chose pour les camionneurs, Monsieur le Président. Même chose pour les camionneurs, aucun avis de la santé publique ou un avis scientifique pour imposer la vaccination obligatoire. Rien n'a été fait non plus, Monsieur le Président, pendant 17 jours avant que le gouvernement décide d'agir. Et curieusement, le 11 février, il a dit
Tout est en place pour agir sans avoir de loi spéciale. Et le 14 février, boum, il décide d'implanter la loi spéciale. Monsieur le Président, le premier ministre est un premier ministre qui stigmatise, qui divise et qui insulte les Canadiens. C'est pas moi qui le dis, c'est le député libéral de Louis Hébert. Ce dont le Canadien a besoin, c'est d'un vrai leadership, d'un premier ministre qui rassemble, qui unit, plutôt qu'il stigmatise les gens qui ne pensent pas comme lui. Merci, Monsieur le Président. Well, questions et commentaires, questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of International Trade, Export, Promotion, Small Business and Economic Development. Thank you very much, Mr. Speaker. I appreciate the comments of the member opposite and his contributions to the chamber at all times. I politely point out to him that in terms of the crisis being ongoing, even today, the blockade at the Surrey border in BC has been resurrected. So tools are still required by law enforcement around this country. So that's the first point of clarification. But I'm going to put to him something that I think is very significant, because we've heard this from other Conservatives, including the member from Haldeman Norfolk, who said that everyone, quote unquote, has a right to be heard. And what I would say to him is that I have a specific view that not everyone has a right to be heard in this context. People that are waving swastikas or Confederate flags, people that are heaping vitriol on the voicemail lines of other members of Parliament, people that are openly intimidating and threatening violence, or people that are arming themselves at the border, do not have a right to be heard. Would the member opposite agree that, in fact, there is limited appetite, and there should be limited appetite, for engaging in dialogue with such individuals who are part of the blockade seizing this nation? Député de Louis Saint-Laurent. Mr. Speaker, I can't believe that again, for another time, a member from the government, from the Liberal Party, raise again the famous story about the swastika. I will never accept any comment of that style from anybody in this House of Commons, because everybody knows that all parliamentarians here, whatever we defend as a party, we will never defend that. And the problem, Mr. Speaker, is that this Prime Minister, my Prime Minister, our Prime Minister, decided to politicize it. Shame on him and shame on this member. Questions et commentaires, questions and comment. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Premier ministre avait promis que la loi serait appliquée de manière circonscrite, puis s'est ravisé en disant que ce n'est pas possible. Or, la loi des mesures d'urgence, partie 2, article 17, paragraphe 2, alinéa C, dit exactement le contraire. Si le Premier ministre avait respecté sa parole et la loi de circonscrire l'application, quelle aurait été l'opinion de mon collègue de Louis Saint-Laurent et de son parti sur l'application de la loi? L'honorable député de Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas si mon honorable collègue voisine de la région de Québec est avocate, mais mon Dieu, je pense qu'on a beaucoup de gens qui ont lu le Code criminel puis le Code civil, puis en fait toutes les lois qui s'appliquent au Canada pour débusquer les faits. La réalité suivante, c'est qu'on n'a pas besoin d'amener cette loi-là qui a été votée en 1988, jamais avoir été appliquée aujourd'hui. Parce que justement, Monsieur le Président, comme vient si bien de le dire, et de façon très éloquente, ma collègue du Bloc québécois, c'est que les lois actuelles, les articles de loi prévoient des mesures qui peuvent être pour régler les problèmes qui se surgissent, que ce soit ici à Ottawa, que ce soit aux frontières, que ce soit au pont Alexandre, peu importe. C'est à ça que ça sert, Monsieur le Président. Mais cette loi-là que le gouvernement veut nous imposer aujourd'hui, cette loi-là n'a pas sa place dans le débat actuel au Canada. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires, questions and comments. I want to do a quick one online here. Actually, I got to go to Edmonton, Wetaskiwin. All right. Thank you, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, there are kind members of Parliament on all sides of the House. The House is full of kind individuals, and there's none more kind than the member who has just spoken here. And I think that it is absolutely regrettable that the Liberal and NDP strategy today has been to label every single Conservative member of Parliament with the acts of a few people, a few individuals that we all agree are unequivocally unacceptable. So, Mr. Speaker, I'll draw a parallel. Would it be fair, I ask the honourable member, to tag every single Liberal or Green Party member or NDP member who cares about the environment with the actions that happened in Houston a couple of days ago, where 20 individuals wore masks and wielded axes, burned a vehicle with people in it? Would it be fair to tag everybody that cares about the environment in this House with the actions of those 20 individuals? L'honorable député de Louis Saint-Laurent. Thank you, Mr. Speaker. I want deeply to thank my colleague from Edmonton, because I know he's very
very passionate when we talk about fairness in politics. And, Mr. Speaker, this is what we want to do right now. When there is a crisis, I know it's quite not very easy, and especially for me, to put aside any partisanship. But, folks, what we have to address today, right now, is a health crisis. And if we want to work all together, putting aside our partnership, and especially not make any amalgame, like we say in French, please work all together for all Canadians. Thank you so much. On a le temps pour une petite question, je dirais, l'honorable député de Alfred Pellan. Merci, Monsieur le Président. Lorsque les Autochtones ont bloqué les chemins de fer en 2020, mes collègues de l'autre côté de la Chambre ont crié haut et fort pour réclamer une action ferme du gouvernement pour y mettre terme au blocage qu'ils ont rapidement considérés illégaux. Cependant, ils trouvent opportun de prendre des selfies avec les manifestants qui assiègent la colline parlementaire et handicapent la capitale nationale depuis 3 semaines. Comment peut-il expliquer l'incohérence de sa position divergente selon si les manifestants sont autochtones ou s'ils sont soutenus par des groupes suprématistes? L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, 30 secondes. Président, contrairement au gouvernement libéral, jamais de notre côté on n'a pensé évoquer la loi sur les mesures extrêmes. Jamais cela est venu à notre esprit. Et je tiens à rappeler aux députés qu'encore une fois, ce type d'amalgame n'a pas sa place, particulièrement dans une situation aussi délicate où la sécurité est en jeu. Tentons du mieux possible de mettre de côté la partisanerie, même si parfois ça peut être tentant. Mais rappelons aussi que dans la crise dont il faisait référence, jamais personne de ce côté-ci de la Chambre a tenu à réclamer la loi sur les mesures extrêmes, telle que le fait actuellement l'actuel gouvernement. Merci. Reprise du débat, returning to debate.